Nous accueillons Marion Sereau, doctorante CIFRE en sociologie à la MMPCR Ville de Paris et à l'EHESS, voilà, et Annie Velter, chargée de projet d'expertise scientifique en santé publique à la direction de la promotion et de prévention de la santé à Santé publique France. Vous exercez aussi au CESTIM. Nous avions envie de vous donner la parole pour faire un état des lieux et une perspective avec vos apports complémentaires sur ce sujet. Et l'idée étant d'avoir un temps de discussion à la fin de vos deux présentations. Je laisse la parole à Marion. Merci Émilie. Donc tu m'as bien présenté, donc je ne vais pas le refaire. L'objectif de cette présentation, c'est dans les 10 minutes imparties de vous dresser un rapide état des lieux, une synthèse des connaissances actuelles sur le chemsex en sciences sociales. Donc, je vais d'abord vous proposer quelques éléments de définition, mais sans trop rentrer dans les détails, parce que comme ça a déjà été répété, ça a été vraiment abordé l'année dernière dans le cadre de la première journée thématique chemsex. Puis, je vais vous apporter rapidement quelques éléments historiques en vous parlant du contexte d'émergence et de diffusion et de développement du chemsex. Et puis, je vais faire une synthèse des principales études qui existent aujourd'hui en France en santé publique sur le sujet. Donc, je vais commencer par quelques éléments de définition. Donc, la définition du chemsex, elle n'est pas stabilisée, mais elle fait débat, tant au niveau des produits consommés que des publics concernés. À minima, cette pratique, elle désigne la consommation de substances psychoactives dans un but sexuel. Donc, elle se distingue de la consommation de drogue dans un cadre festif en raison de la planification et de l'intentionnalité sexuelle. Il y a un ensemble de produits qui sont communément associés, donc les nouveaux produits de synthèse, les NPS, en particulier les catinones, le GHB-GBL, la kétamine, les médicaments aussi pour pallier les dysfonctions érectiles comme le Viagra. Ces différents produits sont souvent polyconsommés, c'est-à-dire qu'ils sont consommés de manière simultanée, ce qui peut accroître un risque. Par exemple, le mélange d'alcool et de GHB-GBL favorise la survenue d'un GIOL, donc c'est une surdose qui se caractérise par une perte de connaissance. Les modes de consommation, ils sont également pluriels, donc les produits peuvent être avalés, sniffés, plugués, c'est l'administration par voie anale, ou encore injectés. Pour désigner l'injection dans la pratique du chemsex, les usagers utilisent le terme slam, qui signifie claquer en anglais et qui renvoie en fait à l'intensité des effets décuplés via ce mode de consommation. En résumé, il n'y a pas qu'un seul mode de consommation qui soit associé à cette pratique. Les pratiquants, ils ont recours au chemsex pour diverses raisons. Améliorer la performance sexuelle et les sensations physiques, développer l'endurance sexuelle, diversifier les pratiques sexuelles, etc. Réduire les inhibitions lors des interactions sexo-relationnelles. Ça peut être l'exploration de pratiques sexuelles auparavant appréhendées. Ça peut être la pénétration anale, la sexualité en groupe, etc. Et puis favoriser la connexion émotionnelle au partenaire. Il y a un ensemble de risques variés qui sont associés à cette pratique. Des risques pour la santé sexuelle, des risques d'IST, une baisse de la qualité de vie sexuelle, les violences sexuelles également, des risques sociaux, des risques addictologiques, des risques pour la santé mentale. Mais cette pratique, elle n'est pas toujours problématique. Et donc, pour en savoir plus un peu sur ces différentes manières dont la pratique du chemsex est vécue par les personnes concernées, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'étude PAX qui a été présentée l'année dernière par la chercheuse Christelle Protière qui est au CESTIM. Et donc, c'est une étude qui repose sur une méthodologie qui s'appelle la méthode Q. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais c'est une méthodologie mixte qui mélange quantitatif et qualitatif et qui a permis d'interroger 152 chemsexeurs et 97 intervenantes pour recueillir leur point de vue sur le sujet. Et elle permet vraiment de sortir d'une vision binaire du chemsex, perçue comme problématique ou non problématique, en soulignant le fait que cette pratique peut être perçue, vécue, plus ou moins négativement ou positivement, en fonction des profils, parcours, expériences, modes de vie, etc. des concernés. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une hétérogénéité des rapports au chemsex. Alors, depuis plusieurs années, il y a un ensemble de réponses qui se développent afin de réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux liés à cette pratique. Le chemsex étant à la fois une pratique d'usage de drogue et une pratique sexuelle, les mesures de réduction des risques vont chercher à combiner ces deux dimensions. Donc les chemsexeurs peuvent allier et s'approprier différentes connaissances, méthodes et outils pour prendre soin de leur santé.
Donc, je ne vais pas faire le panel de tout ce qui existe, mais il y a un ensemble d'initiatives qui ont pu être développées, donc des brochures spécifiques chemsex, du matériel de consommation à moindre risque, des kits spécifiques chemsex, SLAM, évidemment le recours à la PrEP. Le sexe sous drogue, comme ça l'a été dit, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais la pratique du chemsex qualifiée en tant que telle, elle est assez récente, parce qu'en fait, elle a émergé au milieu des années 2000. Le terme chemsex, il a été impulsé par des acteurs de la communauté gay pour décrire et désigner un phénomène qu'ils vivaient et des problématiques qu'ils rencontraient. C'est David Stewart, militant et activiste londonien, qui a fortement contribué à formaliser cette notion et à développer des modalités d'intervention pour y répondre. Dans ses travaux, il rappelle que le chemsex ne peut pas être dissocié d'une population, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les HSH, et d'un contexte spécifique, la forte présence de discrimination et stigmatisation liées à l'orientation sexuelle et au genre, les traumatismes liés au VIH, la culture de la performance dans le sexe gay, avec une valorisation du nombre de partenaires sexuels, de la durée des rapports, etc. Il y a donc plusieurs facteurs qui sont concomitants à l'émergence du chemsex et à sa diffusion. Le développement des applications de rencontres à géolocalisation en temps réel, comme Grindr, qui est apparu en 2009 aux États-Unis et qui a été très vite en fait, accessible via l'essor des smartphones, qui modifie les modalités de rencontres affectives et sexuelles et constitue donc un moyen de rencontre très utilisé en raison de l'anonymat relatif et de la facilité de communication. Et ces applications permettent de pratiquer ce qu'on appelle le SLAM ou le chemstriage, c'est-à-dire de cibler des profils de chemsexeurs pour se retrouver entre chemsexeurs. Alors j'ai eu du mal à trouver des chiffres récents, mais en 2012, il y avait 200 000 utilisateurs à Paris, sachant qu'on sait qu'il y a quand même une banalisation, un plus grand recours aux applications de rencontres. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 13 millions d'utilisateurs dans 190 pays. Donc avec l'apparition du chemsex, il y a certains auteurs et autrices qui notent un déplacement des rencontres sexuelles des espaces publics, sonars, bars, parcs, à des espaces privés, appartements, maisons, ce qui va poser directement question sur les possibilités et manières de faire de la prévention et réduction des risques. Pour prendre un exemple récent, lors de la fermeture des bars et des lieux de rencontres queer pendant la crise sanitaire, les applications de rencontres ont pu jouer un rôle de maintien ou de création de liens sociaux pour certains. Il y a également, comme facteur concomitant à l'émergence du chemsex, l'arrivée et la forte accessibilité des nouveaux produits de synthèse, avec des prix attractifs, c'est moins cher que la cocaïne, et des modes de livraison faciles et rapides, puisqu'on peut être livré rapidement et directement chez soi. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs types d'acteurs et d'actrices qui produisent des données sur le chemsex. Ça peut être des professionnels de santé, médecins, dictologues, psychiatres, infectiologues, sexologues, de différents types de structures, des associations, des institutionnels, des instituts de recherche avec des chercheurs et chercheuses en sciences sociales et en santé publique. Ici, je vais juste me focaliser et synthétiser 4 enquêtes de santé françaises qui ont été menées auprès de la population HSH et qui ont inclus la thématique chemsex. Donc elles ont eu lieu entre 2015 et 2018. C'est l'enquête Baromètre Gay, l'enquête Préva Gay, l'enquête EMIS et l'enquête ERAS. Donc ces études, elles permettent d'estimer la prévalence des populations de chemsexeurs au sein des populations HSH et vont fournir des informations sur leur état de santé et les risques encourus. Dans ces études, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la prévalence des chemsexeurs, elle varie en fait entre 3 à 14%. Et aujourd'hui, dans certains rapports, on estime qu'elle concernerait jusqu'à 20% des HSH. Ces différences, en fait, elles vont s'expliquer en raison de la variabilité des indicateurs qui sont retenus et des modalités de diffusion de l'enquête. Donc, on voit bien qu'en fonction des études, la définition de chemsex, les types de produits consommés, mais également la période de référence. Donc, est-ce que c'est arrivé au cours des 12 derniers mois, des 3 derniers mois, lors du dernier rapport sexuel, ne sont pas les mêmes. Les modalités de diffusion sont également différentes, ce qui peut affecter les résultats des études. En fonction des lieux où sont administrées les enquêtes, les résultats diffèrent. Donc, sur les applications de rencontres, les lieux de convivialité gay, les réseaux sociaux, les centres de soins, etc. On voit malgré tout que certains résultats sont communs aux 4 enquêtes. Les HSH séropositifs et les HSH sous PrEP pratiquent davantage le chemsex que les HSH non PrEPeurs, même si cela ne veut pas dire que les HSH séronégatifs non PrEPeurs ne pratiquent pas le chemsex. Les chemsexeurs déclarent avoir plusieurs partenaires sexuels et pratiquent davantage le sexe dit hard que les non-chemsexeurs. Ils utilisent moins le préservatif au bénéfice de l'usage de la PrEP
Ils rapportent plus d'IST et ont plus fréquemment recours à certaines stratégies de prévention que les autres HSH, donc dépistage, usage de la PrEP, etc., ce qui traduit une utilisation des moyens mis à disposition pour prendre soin de leur santé. Un enjeu actuel aujourd'hui consiste à s'intéresser à la diffusion du chemsex auprès d'autres communautés, notamment proches des SHH, puisque les individus circulent entre les différents groupes. Donc en conclusion, cette présentation visait à faire une synthèse rapide des connaissances actuelles sur le chemsex. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un ensemble de disciplines qui se saisissent du sujet, tant en sciences médicales qu'en sciences sociales, même si c'est un sujet qui reste encore peu traité, peu exploré, car il est relativement récent, même s'il y a un ensemble de recherches qui émergent et des perspectives qui se développent. Et je sais que c'est un point que va notamment aborder Annie Welter. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée à cette journée extrêmement intéressante. Comme vous l'avez indiqué, moi je travaille à Santé publique France. Je suis sociodémographe et je coordonne depuis plusieurs décennies maintenant des enquêtes quantitatives auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et donc effectivement, je me suis intéressée dès 2015 à la thématique chemsex, même si antérieurement, avec les enquêtes historiques, les enquêtes presse gay, la thématique de l'usage de drogue était déjà présente. Donc aujourd'hui, suite à la présentation de Marion, je vais actualiser un petit peu les données sur la pratique du chemsex avec l'enquête rapport au sexe. Donc en termes de contexte, je vais aller assez rapidement puisqu'en fait Marion a déjà fait tout le travail, donc on va économiser notre temps. Et donc effectivement, comme Marion le rappelait, il est important de bien contextualiser et de bien décrire la méthodologie utilisée pour décrire les pratiques. Donc en fait, l'enquête ERAS est une enquête qui s'est déroulée à 3 reprises, je dirais 4, puisque en fait la dernière a eu lieu en début d'année 2023, mais là en l'occurrence c'était l'enquête 2021 qui s'est déroulée qui se déroule sur les sites internet via une enquête disponible sur support digital, avec une publicisation de cette enquête via les applications et les réseaux sociaux. Donc en termes d'inclusion des personnes, c'est assez large puisqu'il suffit de déclarer être un homme. À l'époque, il n'était pas précisé s'il s'agissait d'hommes cis et d'être âgé de plus de 18 ans. Donc il s'agit d'un questionnaire auto-administré qui se voudrait court, mais en fait, il faut quand même passer un petit moment pour y répondre, environ 15 minutes. Et donc en 2021, l'indicateur pour la pratique du chemsex était le fait, au cours des 6 derniers mois, en dehors de l'alcool, du cannabis et du poppers, d'avoir pris au moins un produit psychoactif. Donc, on citait la cocaïne, le GHB, GBL, les amphètes, etc., dans un contexte sexuel. Donc, on voit bien qu'à cette époque-là, on ne citait pas le terme chemsex. Et puis, par ailleurs, j'insiste là-dessus, on avait récolté des indicateurs de vulnérabilité psychologique, des proxys évidemment, avec des questions sur les tentatives de suicide, et puis un score d'anxiété avec le GAD-7. Ça marche plus trop, évidemment, comme d'habitude. Je sais pas, c'est bloqué. Ouais. Et donc en fait, je vais vous présenter de manière générale les données sur l'ensemble des répondants, puisque en 2021,
plus de 12 000 HSH ont répondu à ce questionnaire. Et puis, chaque fois, je ferai un focus sur les données des résidents parisiens et ceux résidant dans le 93. Donc, on voit que la prévalence, si je puis dire, de la pratique du chemsex dans les 6 derniers mois était de 12%. Pour l'ensemble des répondants. Elle atteignait 23% pour les résidents de Paris et 19% pour les résidents du 93. Les caractéristiques sociodémographiques des répondants sont les suivantes. Donc, avec sur la première colonne, ce sont les caractéristiques des répondants indiquant pratiquer le chemsex. On voit que l'âge médian est de 36 ans, donc un peu plus âgé que les répondants qui ne pratiquent pas le chemsex. Ce sont des HSH avec un bagage assez élevé, puisque presque un tiers d'entre eux indiquaient avoir suivi un 3e cycle universitaire. Ils sont presque pour les 3/4 d'entre eux actifs, c'est-à-dire qu'ils ont une situation professionnelle. Et pour autant, ils sont malgré tout 17% indiqués être au chômage au moment de l'enquête. Autre élément assez intéressant, dans cet échantillon qui est quand même malgré tout assez privilégié, ils sont malgré tout 19% à indiquer que leur situation financière est difficile et qu'ils peuvent avoir des dettes, contre 12% pour les répondants qui ne pratiquent pas le chemsex. Alors, en termes de mode de vie et de sexualité, on a affaire évidemment à un échantillon extrêmement affinitaire, puisque l'ensemble des répondants indiquent être homosexuels, à 81%, et pour autant, parmi les pratiquants du chemsex, ils sont 86%. Élément aussi très intéressant, le fait de dire que l'environnement amical est majoritairement homosexuel. Ça, c'est une question qui date de très longtemps, des premières enquêtes presse gay, mais j'apprécie de la conserver parce qu'elle nous donne vraiment un proxy de la socialisation. Et là, les répondants pratiquant le chemsex étaient 20% à indiquer avoir un réseau amical majoritairement homosexuel, alors qu'ils ne sont que 9% dans l'ensemble des répondants. Par ailleurs, évidemment, sans surprise, majoritairement, les pratiquants de chemsex fréquentent les sites Internet et les applications à 92%, ce qui est moins le cas pour les autres répondants. Ils sont 61% à indiquer avoir du sexe en groupe. Et puis, évidemment, ils sont multipartenaires, puisque plus de la moitié d'entre eux indiquaient avoir eu plus de 5 partenaires dans les 6 derniers mois, contre 18% pour ceux qui ne pratiquent pas le chemsex. Alors, en termes de statut déclaré VIH et d'usage de la PrEP, alors comme l'a indiqué Marion, eh bien, effectivement, les répondants qui pratiquent le chemsex sont presque un tiers à indiquer qu'ils sont séronégatifs et qu'ils utilisent la PrEP, contre 9% pour ceux qui ne pratiquent pas le chemsex. De même, les chemsexeurs sont 22% d'entre eux séropositifs pour le VIH, contre 5% pour ceux qui ne pratiquent pas le chemsex. J'avais oublié ça. Pour ce qui concerne les résidents parisiens, on voit que eh bien, ces proportions sont encore plus importantes, puisque 40% des résidents parisiens qui pratiquent le chemsex sont usagers de la PrEP et 25 sont séropositifs, contre 17 et 9% pour ceux qui ne pratiquent pas le chemsex. Et ces pourcentages sont encore plus élevés pour les résidents du 93, même si les effectifs sont un peu faibles. Cependant, vous pouvez constater une proportion très importante de chemsexeurs prenant la PrEP et séropositifs pour le VIH.
En termes de proxy sur la santé mentale, eh bien là aussi, j'abonde dans les éléments qu'indiquait Marion, puisqu'en fait, on constate que parmi les chemsexeurs, ils sont 20% à avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie, et 3% dans les 12 derniers mois, contre 1% pour ceux qui ne pratiquent pas le chemsex. Quant au score d'anxiété, même si bon, c'est pas forcément une échelle appropriée, en tout cas, on a 30% des chemsexeurs qui ont un score élevé d'anxiété. Donc cette étude qui est évidemment pas forcément représentative de l'ensemble de la population des HSH, mais elle nous donne quand même des indications sur l'état de santé de cette population. On voit que les chemsexeurs sont plus âgés et résident plus souvent à Paris, que leurs caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques, sont malgré tout problématiques, puisqu'ils sont plus souvent au chômage et ont une situation financière plus difficile que les autres répondants. En termes d'activité sexuelle, évidemment, ce sont des HSH qui ont beaucoup de partenaires, qui sont évidemment tournés vers la performance. Alors là, il y a une petite faute... voilà, et qui utilisent, oui, n'est-ce pas, c'est sympa, hein, et qui utilisent évidemment les applications de rencontres, comme ce fut le cas dès les premières années où on a décrit cette pratique-là. Ce qui me semble vraiment intéressant en termes de santé publique, ce sont donc des hommes qui sont plus souvent séropositifs et usagers de PrEP. Donc ça veut dire qu'ils sont en contact avec les professionnels de santé et que peut-être, enfin, il faut l'espérer, qu'ils peuvent être plus facilement, entre guillemets, pris en charge. En fait, voilà, ce qui pose pour moi plus souci, c'est ceux qui sont éloignés, puisqu'on a vu, comme le disait Marion, hein, il y a quand même des chemsexeurs qui ne sont pas usagers de PrEP, ou même qui n'ont jamais réalisé de tests au cours de leur vie. Et là, me semble-t-il, c'est vraiment une population qui est à investiguer ou aller vers un maximum pour éviter tous les problèmes de santé que vous allez décrire au cours de cette journée. Il ne faut pas oublier aussi donc, les éléments de santé mentale qui se sont particulièrement dégradés au cours de la crise Covid. Et c'est vrai que avec d'autres chercheurs, nous avons publié des données sur justement l'augmentation de la pratique du chemsex au cours de la période Covid et des difficultés amplifiées au cours de cette crise. Et puis, évidemment, ce qui vous intéresse tout particulièrement à Paris, avec des profils encore plus accentués, ne serait-ce que pour les usagers de PrEP. Alors, en termes de perspective, donc, comme je vous l'indiquais, il y a eu une nouvelle édition de cette enquête basée sur le volontariat en 2023. Et bon, hélas, je n'ai pas pu vous présenter ces données, mais peut-être que l'an prochain, je pourrais me tenter à cette aventure. Et puis, par ailleurs, donc, l'ANRS a mis en œuvre un groupe de travail sur le chemsex depuis septembre 2022. Dans la continuité en fait des travaux des actions coordonnées 46 santé publique, VIH, santé sexuelle et hépatite antérieures. Et donc l'objectif général de ce groupe de travail est de contribuer à la mise en place de projets de recherche avec l'aide de personnes expertes dans le domaine, que ce soit des chercheurs,
des cliniciens ou des personnes du milieu associatif. Et d'ailleurs, nombre d'entre eux sont dans la salle. Et donc, je cite d'ailleurs ces personnes faisant partie de ce groupe de travail. Et donc là, on réfléchit très très fort et les travaux sont bien engagés pour que nous puissions mettre en œuvre, on l'espère assez rapidement, une e-cohorte qui pourra nous faire avancer dans les caractéristiques avec des interventions qui pourraient réduire les méfaits sur la santé des chemsexeurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce partage, voilà, cet état des lieux et ces actualités concernant l'ensemble des données dont nous disposons à l'heure actuelle. Là, je me retourne vers vous pour savoir si vous avez des questions, des remarques. Oui. Oui, bonjour, merci. Juste une question. Est-ce que vous auriez en primeur les chiffres de 2023, les derniers chiffres, par hasard, juste au cas où? Non, je suis désolée, même... Je sais pas si ça marche. Bon, bah, c'est pas grave. Non, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder la base de données. Même pour les données de couverture vaccinale monkeypox, qui nous intéressent au premier lieu, je n'ai pas pu encore regarder, mais je ne manquerai pas. Enfin, vous pouvez me donner votre adresse mail si vous souhaitez, et je pourrais vous les transmettre dès que je les aurai regardés. Moi, j'ai une question pour Annie, encore, pour savoir si, par rapport aux caractéristiques sociodémographiques qui sont dégradées chez les chemsexeurs ou plus préoccupantes, est-ce qu'on sait si la dégradation est antérieure à la pratique du chemsex ou si ça peut être une conséquence ou si on ne le sait pas simplement? Alors là, les données de l'enquête ERAS ne nous permettent pas d'avoir cette information-là, puisque c'est une enquête transversale, donc une photographie à un moment donné. Et donc, en fait, on pourrait imaginer que ce sont les mêmes hommes qui répondent, mais ça, on ne le sait pas. D'où l'intérêt de ce groupe de travail et de l'intérêt de mettre en œuvre une e-cohorte qui nous permettrait de savoir effectivement comment se déroulent les trajectoires des chemsexeurs. Oui, bonjour Annie. La première question, c'est un peu la même chose que pour les sociodémographiques, mais concernant l'anxiété. Est-ce qu'on peut distinguer une anxiété qui est provoquée par le chemsex ou une anxiété qui est antérieure au chemsex? Et la deuxième question, c'est quels sont les critères que tu inclus dans l'étude pour définir la performance? Parce que j'imagine que ce n'est pas la question directe posée comme ça. Comment tu définis la performance? Alors, dans notre... Là, j'ai un peu brodé, en fait. J'ai repris des articles qui nous permettent de discuter nos résultats. Dans l'enquête ERAS, il n'y a pas d'indicateur qui nous permette d'estimer cette performance. C'est une enquête initialement qui a pour objectif de renseigner, comment dirais-je, l'appropriation des outils de prévention, de l'ensemble des outils de prévention. Et c'est vrai que, donc du coup, ça se veut une petite enquête, mais on ajoute des questions. Et c'est vrai que le chemsex, c'est pas forcément, je suis désolée de le dire devant cette assemblée, mais ce n'était pas la priorité de cette enquête. Cependant, j'ai veillé à ce que des questions soient suivies systématiquement, mais évidemment, il y a des coins aveugles, d'où, encore une fois, l'intérêt de cette enquête qui sera dédiée à cette thématique et à cette population. Voilà. Question ici. Oui, bonjour. J'entends que les données sur le chemsex sont assez peu fournies à l'heure actuelle, mais concernant la pratique du slam au sein de cette population, est-ce qu'on a des données un peu plus précises et
quelles sont-elles ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour en avoir plus afin d'accompagner cette population qui est encore plus à risque dans la pratique du KEM? Alors, effectivement, en fait, dans l'enquête Prévaguette 2015, donc une enquête que je coordonnais, une enquête de prévalence VIH dans les lieux de convivialité, bars, saunas et backrooms, dans 5 villes différentes. On avait posé la question en 2015 du slam. Et peut-être que voilà, en fait, je me souviens plus très bien. Donc, c'était 3%. Sur l'ensemble des HSH interrogés, c'était 3% en 2015. Depuis, effectivement, en France, on n'a pas plus d'informations. Dans l'enquête ERAS 2023, je pose la question de l'injection. Donc, on aura un proxy à ce moment-là. Et je pourrais vous répondre l'an prochain. Voilà. Ouais, juste pour peut-être un peu plus, donc l'enquête Prévaguette, j'ai l'enquête, le descriptif de l'enquête sous les yeux. Donc voilà, donc 3% qui rapportent avoir déjà pratiqué le slam au cours de leur vie et 1,6% au cours des 12 derniers mois. Pour avoir les deux, voilà. Mais ça date évidemment de 2015, donc c'est des données qui sont quand même assez anciennes. Voilà. Bonjour. Marc Chély, Hôpital Fernand Vidal et Association Armédia. Une question pour Annie. Est-ce que vous avez un indicateur concernant l'éventualité d'un psychotraumatisme précoce, tel que l'abus sexuel dans l'enfance, par exemple, ou les violences actuelles dans le champ du chemsex ou en dehors? La question des violences sexuelles historiques et actuelles. Alors, dans ERAS, non, on n'a pas cette... hélas, on n'a pas ces informations-là. C'est vrai que dans les enquêtes presse-gay, on avait effectivement des indicateurs sur les violences dans l'enfance et les abus. Là, on n'a pas d'informations. Dans l'enquête ERAS, l'édition spéciale Covid, on avait effectivement les violences et si je me souviens bien, elles étaient associées à la pratique du chemsex durant la crise sanitaire Covid. Mais depuis, je n'ai pas pu remettre des questions de cet ordre dans l'enquête. Bonjour, Christelle Destombe, je suis journaliste. Je voulais savoir si vous aviez commencé à financer des études dans le groupe Travail Chemsex de la NRSMIE ou si c'était juste le début. Pour l'instant, donc là, le groupe a débuté en septembre 2022 et donc on réfléchit, on va mettre en œuvre un protocole avec l'ensemble des membres, avec différentes enquêtes au sein de cette cohorte. Et donc on en est là pour l'instant. On va répondre à l'appel d'offres. Donc c'est un processus qui est quand même malgré tout assez long. Et peut-être moi, juste pour répondre aussi à votre question, Marc, c'est une question que je vais aborder dans le cadre de ma thèse, la question des violences sexuelles. Donc on aura peut-être un peu plus de données au fil de l'eau. Mais en tout cas, c'est une thématique qui sera abordée. Fred Bladou, Annie, mais pour toutes les deux d'ailleurs, par ailleurs, les chiffres que vous nous avez montrés là sont extrêmement intéressants et obtenus sur l'étude, mais est-ce que tu peux nous rappeler ou est-ce que vous avez en mémoire les études précédentes qui ont montré la prévalence à l'usage de produits psychoactifs dans nos groupes? Pas uniquement HSH, mais dans nos groupes plus généralement, personnes trans, etc., ou lesbiennes. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Parce que c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, on a l'impression que le chemsex, on découvre l'usage de drogue chez les gays, ce qui me fait doucement rire. Parce que des études montraient déjà depuis très longtemps qu'on avait une très forte prévalence ou un très fort recours aux produits psychoactifs dans nos groupes. Donc je voudrais juste qu'on le mette en parallèle de manière à montrer que quand la presse ou les politiques s'affolent sur une question du chemsex, il y a longtemps qu'on aurait dû s'en préoccuper, par exemple, et qu'il y a des grandes zones d'ombre aujourd'hui, telles que la consommation d'alcool chez les lesbiennes, qui sont des vrais sujets, des vrais sujets de santé publique dont on se fout éperdument. Donc voilà, j'aimerais qu'on ne focalise pas toujours, même si vous savez à quel point je suis communautaire et
et prosélyte sur l'homosexualité. J'aimerais bien qu'on ne focalise pas uniquement sur cette question-là, mais qu'on regarde les choses dans un... Ça explique aussi le recours aux produits psychoactifs par rapport à l'état et à l'état psychologique dans nos communautés. Alors sur les autres populations, honnêtement, moi j'ai pas de données. Ce que je sais, c'est que par exemple dans l'enquête sur les comportements sexuels coordonnée par Nathalie Bajos, qui est en cours là, je crois, on a intégré des questions sur la pratique du chemsex. Donc c'est pas forcément formalisé de cette manière-là, mais donc du coup dans cette grosse enquête qui est représentative de la population, on aura des données, que ce soit pour les personnes HSH, pour les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, mais également pour les personnes trans et les jeunes gens hétérosexuels. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Je ne sais pas à quel moment nous aurons ces informations-là, mais pour moi c'est capital effectivement d'avoir eu l'occasion de poser cette question dans cette grande enquête sur les comportements sexuels. Et peut-être juste alors sur les populations HSH, de mémoire, je sais aussi que les populations HSH consomment plus de stimulants que les populations hétérosexuelles, historiquement, voilà. C'est quelque chose qui a déjà été documenté. Et par ailleurs, il y a le numéro de santé publique, le dernier numéro qui vient de paraître. Et je sais aussi qu'il y a des choses qui sont abordées de manière plus générale, qui sortent de la population gay. Voilà, pour répondre à ta question. Bonjour. Est-ce que dans l'enquête ERAS, il y a des questions sur les attentes vis-à-vis du système de soins ou de prise en charge? Non, ça on n'a pas. Par contre, dans l'enquête européenne EMIS, là, 2017, dont parlait Marion, il me semble qu'il y a des choses. Alors, on a avec l'association AIDE, on a rédigé un rapport qui doit être sur le site de AIDE et de Santé publique France, mais je pense que c'est plus facile de trouver sur le site de AIDE ce rapport, et il est possible que vous puissiez trouver des informations sur cet aspect-là. Oui, 2017. Oui, effectivement, il y a... et peut-être aussi, il y a le rapport de Apache, donc de Maïté Namilé, qui est cité ici, voilà, de 2019, mais 2019 aussi, également. Voilà. Donc c'est toujours Marc Chély, mais je voudrais vous apporter un témoignage clinique d'une consultation de santé sexuelle, comme on appelle maintenant les CGID. Depuis quelques mois, peut-être parce que nous les interrogeons plus, nous voyons de plus en plus de jeunes hétéros, CSP classe moyenne ou supérieure, impliqués dans la consommation de catinone, kétamine et autres produits, d'abord en milieu festif et de plus en plus sous forme de chemsex. Ces personnes, d'après ce que j'ai vu, donc ce sont des impressions cliniques, surtout des femmes, donc plus de femmes que d'hommes, et je suspecte, là encore, une surprévalence de violences sexuelles dans l'enfance. J'ai des observations dans ce sens. Ce n'est pas concluant, mais c'est peut-être des pistes. Merci. Y a-t-il d'autres réactions, remarques, partage d'expérience? Si ce n'est pas le cas, merci beaucoup à toutes les deux. Et